On va voir l'histoire d'abord de Félix. Félix était au lit avec sa femme en train de dormir. Il était aux alentours de minuit et Félix est quelqu'un qui avait le sommeil assez léger. Du coup, victime d'insomnie, il est sur son téléphone tranquillement. Et d'un coup, tous les appareils électroniques de sa maison s'éteignent d'un coup. Il s'en rend compte parce qu'il avait une télé dans sa chambre, donc il avait un petit voyant rouge qui indiquait qu'elle était connectée à l'électricité, il avait un réveil, il avait différentes choses qui lui permettaient de voir qu'il y avait effectivement du courant. Mais là, tout s'est éteint d'un coup, comme si quelqu'un avait eu accès au générateur et l'avait éteint. Immédiatement, Félix se lève, il décide d'aller voir quel est le problème, il se rend dans sa cuisine, là où il y a 2 larges vitres qui montrent directement le jardin, là où se trouve son panneau électrique. Vous savez, lui, il est dans le noir. Et à l'extérieur, il fait noir également. Donc il ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur. Pour voir ce qu'il y a à l'extérieur, il doit se rapprocher de la vitre. C'est ce qu'il fait. Vous savez, le petit cliché de la personne qui se met en face de la vitre, les mains au-dessus des yeux pour essayer d'apercevoir le mieux ce qu'il y a à l'extérieur. Et là, il voit quelqu'un de l'autre côté de la vitre, dans la même position que lui. Un homme qui a une veste noire et qui regarde à l'intérieur de sa maison. Et il en est sûr, ce n'est pas son reflet. Quelques secondes plus tard, le courant se remet à fonctionner, ses lumières s'allument d'elles-mêmes, et là d'un coup, l'homme qui regardait au travers de la maison est surpris parce que là il voit qu'il y a Félix de l'autre côté, du coup il s'écarte rapidement et il prend la fuite. Tout de suite Félix appelle la police arrive, vient enquêter, ils font le tour de la maison pendant quelques minutes et ils ne trouvent rien du tout. Ils ne trouvent rien du tout jusqu'au lendemain, quand un homme est arrêté. Une famille qui avait subi les mêmes événements que Félix la nuit où il a vu cette personne avait appelé la police là avait réussi à appréhender l'homme, et en fait, il se trouve que cet homme n'en était pas à son coup d'essai. Effectivement, cet homme-là, une semaine auparavant, avait fait le même coup chez quelqu'un d'autre. En fait, il s'était introduit dans la maison, et il avait cambriolé la maison, alors que tout le monde dormait. Quand il a été arrêté, son but était le même. On suppose que dans la situation de Félix, l'homme voulait voir si tout le monde dormait à point fermé pour pouvoir s'introduire dans la maison et y rentrer. C'est là que cette histoire s'arrête, une histoire d'intrusion qui a échoué, ça fait plaisir. Je pense que déjà de nuit, tu n'es pas forcément très serein quand il se passe quelque chose d'étrange, mais en plus de ça, si jamais tu vois quelqu'un regarder chez toi, là, tu commences à flipper sérieusement. Maintenant, on va voir le témoignage de Sully. Sully avait 13 ans, et ce qu'il a partagé, c'est quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Vous allez comprendre pourquoi. Il avait emménagé dans une maison avec sa famille, son père et sa mère, en gros, dans un quartier résidentiel qui venait d'être développé. Donc dans ce quartier résidentiel, il y avait des maisons qui étaient finies d'être construites, des gens avaient emménagé dedans, mais derrière ces maisons-là, il y avait d'autres maisons en construction pour agrandir ce quartier résidentiel. Ce quartier se trouvait dans un coin de la ville relativement sûr, tout ça pour dire que la ville n'était pas en soi dangereuse, mais cette partie-là de la ville, en tout cas, était la partie la plus sûre, ou en tout cas en faisait partie. C'était un quartier silencieux, les gens s'y sentaient en sécurité, ils y étaient relativement sereins. Les enfants sortaient pas à minuit, mais ils pouvaient sortir seuls le soir sans être inquiétés. Les parents ne s'inquiétaient pas non plus forcément beaucoup de leur situation si jamais ils sortaient, ils avaient relativement confiance en la zone. Voulant aménager leur maison à leur goût, les parents de Sully avaient décidé de mettre du parquet. Vous savez que le parquet, parfois, ça peut faire un peu de bruit quand on marche dessus. C'est joli, mais ça peut être aussi assez bruyant, et pour ceux qui ont le sommeil léger, ça peut être dérangeant quand on marche dessus. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Sully est réveillé par un son. Ce son semblait venir de la porte arrière de la maison, comme si quelqu'un, en gros, rentrait dans la maison. Mais pas comme si quelqu'un rentrait par effraction, comme si quelqu'un rentrait tard d'une soirée, il mettait ses clés, il rentrait. Vous savez, on a ce bruit de serrure et la porte qui bouge doucement. Sully entend plutôt bien les bruits parce que la porte de sa chambre est légèrement entrouverte. Ayant un chat, il la laisse comme ça pour que le chat puisse venir le voir et repartir à sa guise. Dans toute cette situation, on pourrait se dire rien d'anormal, sauf que Sully sait précisément que là, tout le monde est à la maison. Il n'y a aucune raison que quelqu'un de l'extérieur rentre dans la maison, ou si ça arrive, c'est un étranger. Sully prie intérieurement. Il se dit j'espère que c'est pas la porte arrière qui s'est ouverte. Sauf que sa prière n'est pas entendue parce qu'il entend la porte arrière se refermer doucement. Après ça, il entend des bruits de pas assez lourds sur le parquet. C'était assez particulier comme son et immédiatement ça a jeté un froid dans le corps de Sully. Il n'arrivait plus à respirer. Il sentait que quelque chose n'allait pas. La personne qui faisait ces bruits de pas, on sentait qu'elle essayait d'être la plus silencieuse possible. Vous savez, l'expression marcher à pas de loup. Bah là, clairement, c'est la mise en pratique de cette expression. Et on a tous déjà essayé de marcher sans faire de bruit. Tu sais, tu fais des pas super lents, mais dès que tu poses ton pied sur un plancher, tu entends que ça grince quand même. Bah là, c'est ce qui se passe. À un moment donné, les bruits de pas s'arrêtent, et Sully entend un bruit de placard s'ouvrir et se refermer.
un bruit de placard qui se trouvait dans la pièce principale. Après ça, il y a un silence de mort. Il n'y a plus aucun bruit, comme s'il ne s'était rien passé du tout et que la personne qui a été rentrée dans la maison avait disparu, alors qu'elle n'en est pas sortie. Donc là, c'est assez mystérieux, on ne sait pas trop quel est le trajet, quel est l'objectif de la personne qui s'est introduite dans la maison. Sully, il panique, rappelez-vous, il a quand même 13 ans, il commence à pleurer. En plus de ça, pour se rendre dans la chambre de ses parents et leur dire qu'il y a quelqu'un, eh bien il doit passer par la pièce principale, donc là où il a entendu tous les bruits. À ce point-là, Sully, il ment pas, il est assez honnête, il dit il s'est pissé dessus. Mais il décide quand même de prendre son courage à deux mains, il se dit il faut absolument que j'aille prévenir mon père, donc il met des chaussettes pour essayer de faire le moins de bruit possible et il se précipite en retenant sa respiration dans la chambre de ses parents. Il passe dans la pièce principale où il a entendu tous les bruits, là il ne s'attarde pas à jeter des coups d'œil, voir s'il voit quelque chose ou quoi que ce soit. Son objectif, il est simple, trouver son père. Il réveille son père d'abord lui dit mais non mais il n'y a personne dans la maison, mais c'est au moment où Sully recommence à pleurer que là son père décide de prendre les choses en main et de se lever. Sa mère aussi se réveille et ensemble ils vont faire le tour de la maison pour prouver à Sully qu'il n'y a personne. Personne n'est trouvé. Sauf que Sully il sait que s'il y a quelqu'un, cette personne là est cachée. Il sait également précisément où, mais il est tétanisé. Il n'arrive pas à dire à son père, papa, regarde dans le placard. Il a peur. De 1, parce que son père n'a pas pris la peine de prendre un objet pour se défendre, et de 2, il a donc peur que ça dégénère. Il reste donc avec son père dans la pièce principale, son père s'assure que la porte d'entrée est bien verrouillée, il ne regarde pas que la porte arrière est verrouillée. Il dit à Sully, tu vois, il n'y a personne, tu peux donc maintenant retourner te coucher. Tout le monde retourne se coucher, Sully lui, il sait pertinemment que ça va pas, mais il n'ose pas le dire. Si on se met à sa place, on peut le comprendre. D'un côté, si jamais le père ouvrait la porte du placard et qu'il n'y avait personne, ce serait un gros soulagement. Mais s'il y a quelqu'un, tu vois, genre, tu te dis, c'est provoquer le danger, sachant que la personne qui est cachée dans le placard, elle a pas l'air de vouloir se montrer. Bref, tout le monde retourne donc se coucher, Sully retourne dans sa chambre, et au bout d'une quinzaine de minutes, il entend de nouveau des bruits. Il entend quasiment les mêmes bruits, mais à l'inverse qu'au début de ce témoignage, c'est-à-dire qu'il entend la porte du placard s'ouvrir, ensuite il entend des bruits de pas lourds sur le parquet, se diriger vers la cuisine là où il y avait la porte arrière de la maison. Il entend la poignée tourner et la porte s'ouvrir, puis se refermer tout en douceur. Sully, lui, il s'était pas rendormi, et il était loin de se rendormir. Il a attendu quelques minutes. Lui, il voulait s'assurer que la personne qui était rentrée dans la maison était bien partie, donc il a quand même attendu quelques instants que la personne ne revienne pas. Quand tout est redevenu totalement silencieux, là il s'est précipité dans la cuisine. Il a fermé la porte arrière à clé du coup qui n'était pas verrouillée. Il a allumé les lumières et il s'est retourné. Et là ce qu'il a vu, c'est la confirmation de sa pire crainte. La porte du placard de la pièce principale était ouverte. Et Sully en est sûr, quand son père a fait le tour de la maison avec lui, ce placard-là était bien fermé. C'est là qu'il se rend compte, en plus de ça, truc encore plus creepy, c'est que la personne qui s'est introduite dans la maison, il s'en foutait de se faire choper. Il a même pas pris la peine de dissimuler ses traces. Il est parti en laissant la porte ouverte comme ça, laissant pertinemment le message qu'il est passé par là. Des années ont passé, Sully en a parlé plusieurs fois à ses parents, mais malheureusement, ils ne l'ont jamais cru. C'est là que son témoignage s'arrête, ça c'est un truc très chaud. Moi il y a plusieurs détails tu vois qui me font un peu tilter dans cette histoire. Déjà tu te dis la personne qui est rentrée dans la baraque, tu sais pas ses intentions, parce qu'elle aurait pu continuer sa visite après que tout le monde soit retourné se coucher. Est-ce que c'était cambriolé? Est-ce que c'était autre chose? Est-ce que vu que la famille s'est réveillée, la personne s'est dit mince, c'est trop risqué, je m'en vais. Est-ce qu'elle voulait se faire choper? Elle voulait prendre par surprise le père de famille en se cachant dans le placard et il espérait que le père ouvre le placard pour lui sauter dessus. Tu vois, on n'en sait rien du tout. Il y a des personnes, j'ai déjà entendu une histoire d'un proche qui avait raconté ça. Leur objectif, c'est pas de te cambrioler ou quoi que ce soit. C'est juste te montrer que même si tu te sens en sécurité chez toi, cette personne-là, elle est capable de pénétrer dans ton petit cocon quand elle le souhaite. Et c'est ça son kiff. Bon, petite histoire bonus du coup, qui n'était pas prévue dans la vidéo. Normalement, il devait y avoir que les deux histoires. En gros, je sais plus si c'était des membres de ma famille ou si c'est des amis de membres de ma famille ou ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est une famille qui revenait de vacances. Leur maison, c'était une maison assez standard. Ils avaient leur maison, on va dire, tout ce qui est principal au rez-de-chaussée avec cuisine, salle à manger, quelques chambres et tout, mais la chambre des parents, elle, se trouvait à l'étage. Tout le monde est rentré de vacances, content, le sourire aux lèvres, tout se passe bien. Les enfants, ils sont allés remettre leurs affaires dans leur chambre, normal hein, quand t'arrives de vacances, et les parents, eux, sont allés mettre leurs affaires, eux, à l'étage, dans la chambre de l'étage. Sauf que, en arrivant, ils ont trouvé sur le lit un bout de papier. Sur ce bout de papier, il y avait marqué quelque chose, je vous dirai un peu après ce qu'il y avait marqué, mais en tout cas, en voyant ça, les parents, ils ont prévenu leurs enfants de faire le tour de la baraque,
de faire le tour de leur chambre également pour s'assurer qu'il ne manquait aucun objet de valeur. Ils ont tout retourné et il ne manquait rien du tout. Les bijoux, ils étaient là, la télé était là, les ordi, les consoles, tout ce que tu veux, tout était là. Donc rien ne manquait, donc pas de cambriolage. Mais ce qu'il y avait marqué sur ce bout de papier qui a fait tilter les parents, c'est qu'il y avait marqué « Je suis venu ici ». Ce n'était pas signé du nom de quelqu'un ou quoi que ce soit, il y avait juste cette phrase-là. Ça, c'est quelque chose, je trouve, de très sadique. Tu te dis des fois, quand tu as un cambriolage, bon déjà ça traumatise, mais tu fais attention, tu vois encore plus après à pas laisser des objets de valeur en face des fenêtres, ce genre de choses. Mais quand tu sais que quelqu'un, son kiff, c'était juste de rentrer chez toi et de te le faire savoir, qu'est-ce que tu peux faire face à ça? Tu peux rien faire. Tu vois, la personne veut juste te montrer qu'elle peut rentrer chez toi, même si toi t'as une alarme, t'as verrouillé toutes les fenêtres, toutes les portes, elle est là pour te dire, frérot, tu te croyais en sécurité et tu pensais que personne pourrait rentrer chez toi, je viens de te prouver le contraire. Donc si jamais à un moment t'es en train de dormir, t'as tout fermé, je peux venir chez toi. Quand t'es au travail, je peux venir chez toi, je peux te faire ce que je veux. Et quand j'avais entendu cette histoire, j'avais pas été très serein. La première histoire, ça va être le récit de Cassie. Cassie est une jeune femme, elle a 26 ans. On est un samedi aux alentours de 23h. Elle a un besoin naturel quand on a un véhicule, c'est qu'elle a besoin de faire le plein d'essence. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de faire le plein d'essence? On se rend dans une station-service. Elle rentrait du travail, elle était un peu fatiguée, il faisait froid dehors, donc elle arrive à la station-service, elle prend la pompe à essence, elle met dans son véhicule, elle s'assoit sur un siège parce qu'il faisait froid dehors et elle avait pas envie de se les geler dehors. Il n'y a personne dans la station-service jusqu'au moment où une voiture arrive. Jusque-là, tout est normal. La voiture se met à une pompe qui se trouve littéralement à côté de celle où se trouve Cassie. Il y a un homme qui sort du véhicule et là, elle ne sait pas pourquoi Cassie commence à stresser. Et elle avait raison de stresser parce que cet homme, il a un comportement chelou. Il commence à nettoyer sa voiture alors que sa voiture est clean. Genre, il lave ses vitres alors qu'il n'y a pas une trace sur ses vitres. Et de temps en temps, il jette des petits regards vers Cassie. Vous voyez, comme si il essayait de l'observer un petit peu. Là, en voyant ça, Cassie, elle a juste envie de se barrer. Elle ne le fait pas parce que son plein n'est pas terminé. À un moment donné, l'homme s'approche de Cassie et lui demande si elle peut l'aider à ouvrir son capot parce qu'il a besoin de gérer un truc sous le capot et il dit qu'il ne sait pas comment l'ouvrir. Cassie lui ment. Elle sait comment ouvrir son capot, mais elle lui dit que non, ce n'est pas le cas. Et ce qui inquiète de plus en plus Cassie au fur et à mesure du temps, c'est que l'homme, en fait, à chaque fois, il essaye de la faire venir vers sa voiture. Il dit, tiens, il y a quelque chose sous un des sièges que je n'arrive pas à attraper parce que je suis trop grand. Il y a un truc ici, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous voyez, il essaye de la pâter, il essaye de la faire venir vers sa voiture. Cassie, à chaque fois, arrive à trouver une excuse pour ne pas y aller. Et ayant, du coup, cet ensemble de mauvais pressentiments, Cassie appelle, vous savez, sur un bouton qui se trouve sur la pompe à essence pour appeler de l'aide. Normalement, je crois que c'est pas un bouton qui est fait pour appeler si t'es en danger, mais c'est plus un bouton s'il y a un problème avec la pompe à essence. Mais elle appuie sur ce bouton, et là, en voyant ça, l'homme recule de quelques pas et retourne vers sa voiture. Cassie pense que ça y est, cette situation étrange est terminée. Elle regarde donc l'homme partir, sauf que l'homme ne s'en va pas. Et Cassie va voir quelque chose qui va la terrifier. Ce qu'elle voit, c'est en jetant un œil à l'intérieur du véhicule de l'homme, qu'il n'y a aucune poignée de porte à l'intérieur des véhicules, à l'exception de la portière conducteur. C'est-à-dire que si jamais tu es dans le véhicule et que tu veux sortir et que tu n'es pas à la place du conducteur, bah tu peux pas. Juste après cette réalisation, elle a une montée de stress parce qu'elle entend la porte de sa voiture claquer. L'homme se trouvait juste derrière elle. Il lui a attrapé le bras et lui a dit « Toi, tu viens avec moi ». Évidemment, elle essaie de se débattre. L'homme, plus fort qu'elle, la traîne et il la plaque contre sa propre voiture. Sans réfléchir, Cassie lui donne un coup de coude. Elle crie, non pas pour effrayer l'homme, mais pour que quelqu'un vienne à son secours. Et là, miracle. Vous vous rappelez, elle a appelé quelqu'un dans la station essence en appuyant sur un bouton pour que quelqu'un sorte. Et bien justement, à ce moment-là, un des employés de la station-service sort de la station-service, l'homme le voit et il se précipite vers sa voiture pour prendre la fuite. L'employé a assisté à la scène, Cassie lui a tout expliqué. Ensemble, ils ont appelé la police et fort heureusement, les caméras de surveillance avaient enregistré la scène. Cassie, une fois que la police est arrivée, a fait sa déposition, l'enregistrement des caméras a été transmis à la police et à partir de ce moment-là, de cette terrible soirée pour elle, elle n'a plus jamais entendu parler de cette situation. La police ne l'a pas recontacté pour lui dire qu'ils avaient arrêté l'homme, elle ne sait pas si l'homme est toujours en fuite ou pas. Maintenant, tout ça, c'est entre les mains de la police et Cassie ignore ce qui s'est passé. Ce qu'espère Cassie, c'est que cet homme ne s'est pas rendu dans un autre endroit et qu'il n'a pas réussi son coup cette fois-ci avec une autre fille qui se trouvait elle aussi seule. C'est là que cette histoire s'arrête. On commence fort, hein, directement. Un homme qui essaie de kidnapper quelqu'un. Quoi de mieux? Il y a beaucoup de choses de mieux, c'est vrai. Vous voyez, dans l'intro de la vidéo, je vous ai dit que les situations comme ça pouvait arriver n'importe où.
Bah vous voyez, ça peut arriver aussi dans les stations-service. Visiblement, les gens bizarres aiment bien les stations-service parce que j'avais déjà raconté une histoire où c'était une tueuse qui s'était rendue dans une station-service. Donc bon, est-ce que c'est un endroit à fuir ou c'est une bonne raison de passer à l'électrique? Je sais pas. T'imagines le spot de pub? Vous ne voulez pas vous faire agresser dans les stations-service? Achetez Tesla, pire spot de pub ever. On va maintenant voir le témoignage de Luna. Luna avait déménagé dans une partie un peu éloignée de la ville avec son petit ami pour avoir une maison et un plus grand terrain. Un truc mieux que ce que tu pouvais trouver en ville. Ce qui était inclus dans leur terrain, à l'arrière de leur maison, c'était une petite partie composée de bois. En gros, en fait, derrière sa maison, il y avait une forêt et une petite partie de cette forêt, très petite, eh bien, ça faisait partie de sa propriété. Ça, c'était une opportunité pour elle parce que ce qu'elle aimait faire, du coup, c'est promener ses chiens dans cette partie un peu boisée. Un jour, alors qu'elle se promenait, elle est tombée sur ce qui semblait ressembler à un camping. Elle a trouvé des affaires, ce qui pouvait laisser paraître qu'un sans-abri y vivait. Elle a trouvé des vêtements, des bâtons qu'elle supposait être utilisés pour se chauffer en faisant un feu, un matelas, des couvertures, des bâches. C'était un petit coin qui était relativement bien entretenu. Donc, deuxième supposition, certes, un sans-abri a vécu là, mais potentiellement il y vit toujours parce que ça a l'air d'être un endroit assez actif. C'est pas laissé à l'abandon comme si quelqu'un était parti il y a des mois. Voyant cela, elle a décidé de partir dans une zone différente. Elle a été un peu inquiète, elle s'est dit bon je peux pas m'aventurer plus longtemps que ça ici, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Plus tard quand elle est rentrée chez elle, Luna a raconté à son petit ami ce qu'elle avait vu, et ensemble ils ont essayé de réfléchir à une solution parce que ce petit camping, ce camp de fortune, il était sur leur propriété privée, donc ils se disaient cette personne là va falloir qu'elle parte. En plus de ça ils ne se sentent pas forcément super à l'aise que quelqu'un campe. Bon, d'une part chez eux, mais en plus de ça, aussi près de leur maison. Ils ont réfléchi quelques jours, mais au bout d'un moment, les aléas de la vie ont fait qu'ils ont oublié de s'occuper de la situation, ils sont passés à autre chose. On fait donc un bond dans le temps de quelques mois, alors que Luna repromenait ses chiens dans sa petite forêt privée, et elle est retombée sur ce fameux camp de fortune. Et là, la curiosité a pris le dessus. Elle voulait voir s'il y avait de nouvelles affaires, ce genre de choses, voir si la personne était toujours là. Tout était toujours là. Il y avait toujours le camp, on avait toujours l'impression que quelqu'un vivait là, mais cette fois-ci c'était un peu moins entretenu. Elle a trouvé des restes d'aliments, elle a trouvé des restes d'incendie, signe que la personne n'avait pas nettoyé derrière elle. Luna rentre chez elle et elle attend le soir de cette journée que son petit ami rentre à la maison. Elle était en train de cuisiner tranquillement, et dans cette cuisine il y avait une fenêtre qui donnait directement une vue sur la forêt, sa forêt privée. À un moment donné, quelque chose attire son attention, une sorte de silhouette. Elle pense donc qu'elle a vu quelqu'un, près d'un arbre, mais il faisait nuit noire dehors, donc elle ne sait pas si elle a vraiment vu quelque chose, ou alors si c'est son imagination qui lui a joué des tours. Plutôt que de s'apeurer, elle a essayé de passer à autre chose et de ne plus trop penser à tout ça. Néanmoins, bien qu'elle se soit dit « bon allez, j'y pense plus, quand on a un truc qui nous fait peur », ça a un peu tendance à trotter malgré nous dans notre tête. Et c'est ce qui se passe dans la tête de Luna. Elle repense à ce qu'elle a vu, elle repense au camp, elle se dit mais attends, notre maison il y a des coutures partout, il y a quand même quelqu'un qui est sur notre terrain, pas loin de la maison, donc ça lui trotte quand même pas mal dans la tête. Et c'est là qu'elle va se dire mais attends, si j'ai vraiment vu une silhouette, et si c'était la personne qui vivait dans le fameux camp de fortune que j'ai trouvé. Elle se disait il y a forcément quelqu'un qui y vit, tous les indices que j'ai trouvés semblent aller dans ce sens. Mais d'un autre côté, elle s'est dit, je veux pas y penser. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que ça fait peur. Du coup, malheureusement, Luna continue d'y penser. Du coup, Luna continue sa cuisine et continue aussi d'y penser. Sauf que ses pensées évoluent, mais pas dans le bon sens. Du coup, elle se dit, vas-y, je vais m'assurer une bonne fois pour toutes de s'il y avait quelque chose ou pas. Elle regarde du coup par la fenêtre et cette fois-ci, elle ne voit rien. Elle essaie de regarder un petit peu aux alentours et pareil, elle ne voit rien du tout. Elle se dit donc, ok, ce que j'ai vu, c'est une sorte d'hallucination, c'est mon anxiété qui avait pris le dessus. Et d'un coup, on frappe à sa porte arrière. Ça c'est chelou quand même si on commence à frapper à ta porte arrière. Quand quelqu'un veut te dire quelque chose, te livrer un colis, il frappe devant, pas derrière. Il y avait un rideau qui couvrait cette porte arrière, donc en se retournant, eh bien Luna ne pouvait pas voir directement qui c'était. Et elle ne pouvait pas non plus voir qui c'était de la fenêtre où elle se trouvait, donc de la cuisine. Donc le seul truc qu'elle est obligée de faire, c'est de se déplacer. Luna va donc voir à la porte arrière, elle déplace le rideau, et personne. Elle ne voit personne, mais ses chiens commencent à aboyer. Et déjà qu'elle se sent un peu anxieuse, cette situation-là n'arrange rien. Elle avait de la musique sur une enceinte qu'elle a éteinte, comme ça elle pourrait mieux entendre peut-être des bruits de pas autour de la maison. Les chiens eux aboyaient devant une fenêtre et du coup se sentant très mal à l'aise, Luna décide de fermer tous les rideaux et de calmer ses chiens, de les rassurer. Néanmoins, bien que le calme soit un peu revenu dans la maison, elles se sont toujours assez angoissées. Et d'un coup, un bruit vient de la cuisine, comme si quelqu'un tapait contre une porte, mais pas taper, toc toc laisse-moi entrer, comme si quelqu'un essayait littéralement de la défoncer. Luna fixe son regard sur la porte de la cuisine et elle voit la porte qui tremble, mais d'une force incroyable. Pour elle c'est clair,
quelqu'un essaye de rentrer dans la maison. Les à-coups sur la porte sont tellement forts que la tringle à rideau qui se tenait au-dessus de la porte tombe. Mais en tout cas, cette tringle à rideau qui tombe permet maintenant à Luna de voir qui essaye de rentrer dans sa maison. Elle voit un homme portant un masque blanc, en tout cas qui porte quelque chose pour dissimuler son visage. Il est en train de mettre des gros coups de pied sur la porte, et Luna, elle, en voyant ça, elle est limite sur le point de s'évanouir. Elle réfléchit à ce qu'elle peut faire. Si elle passe par la porte d'entrée, l'homme pourra faire le tour et la rattraper. Passer par la porte arrière, c'est impossible, évidemment, l'homme est là. Donc ce qu'elle décide de faire, c'est laisser ses chiens au rez-de-chaussée pour essayer d'effrayer l'homme, et elle part dans la salle de bain à l'étage pour se planquer. Fort heureusement, elle avait pris avec elle son téléphone. Elle appelle la police parce que elle entendait toujours l'homme essayer de rentrer dans la maison. En attendant que la police arrive, elle a peur pour elle, peur pour ses chiens. En tout cas, elle sait que ses chiens vont bien parce qu'elle les entend toujours aboyer. La police est arrivée assez vite, mais déjà quelques minutes avant que la police n'arrive, il n'y avait plus aucun bruit. L'homme avait pris la fuite. La police est arrivée, ils ont fait le tour de la maison. La porte que l'homme essayait de défoncer était intacte, il n'avait pas réussi à rentrer dans la maison. Luna a fait une déposition, elle a parlé de ce qu'elle avait trouvé dans les bois. Les policiers sont allés inspecter les lieux, ils ont effectivement trouvé le camp de fortune, mais ils n'ont trouvé personne. Ils n'ont d'ailleurs rien trouvé de suspect. Donc est-ce que l'individu qui vivait dans les bois de Luna et de son petit ami était celui qui a essayé de rentrer dans la maison? Pour le moment, c'est le mystère. Je pourrais vous dire que cette histoire s'arrête là et qu'on n'en sait pas plus. Mais c'est pas le cas. Là, je sens que vous étiez en train d'être un peu frustré. Pour une fois, on va pas l'être à 100%. Parce qu'on fait un bond dans le temps. De quelques semaines après ces événements. Luna, son petit ami et ses chiens se rendent au fameux camp de fortune. Ils allaient là-bas pour voir si le camp avait finalement été abandonné ou pas encore. Ils voulaient également voir s'il y avait des indices qui pourraient présager que cet individu était responsable de la tentative d'intrusion. Eh bien, regardez ce qu'ils ont trouvé. Ouais, le fameux masque blanc. Le masque blanc que l'individu qui voulait s'introduire dans la maison portait, pendu à un arbre. Il y avait également un sac avec des gants, des bottes, et apparemment, la police n'avait pas vu tout ça quand ils ont inspecté les bois. Ils ne l'avaient pas vu parce que ça n'y était pas. Donc oui, l'individu qui avait essayé de s'introduire dans la maison était bien celui qui vivait dans ce camp de fortune. Néanmoins, après sa tentative d'intrusion ratée, et le fait que la police maintenant soit au courant qu'il y ait quelqu'un qui ait vécu ici, il ne s'est plus jamais représenté. Et Luna et son petit ami également ne lui en ont pas laissé forcément l'occasion parce que, à ce moment-là, ils ont pris toutes ses affaires et ils ont foutu ça à la déchetterie. Et après, ils n'ont plus jamais eu de problème. C'est là que cette histoire s'arrête, ça fait peur. Je pense que tu vois quelqu'un à ta fenêtre porter déjà le masque que Luna et son petit ami ont trouvé. T'es pas serein, hein. Et puis de toute manière, même le masque le plus innocent qui soit, de nuit, à ta fenêtre, t'es jamais serein. Je pense que même quelqu'un qui a un masque de la Reine des Neiges à ta fenêtre de nuit, tu te dis pas, let's go, allons chanter libérer délivrer. Pas du tout. Je pense que tu dis, je vais chercher mon flingue, ou sinon je vais aller chercher où est-ce que j'ai rangé mon courage. Je pense plutôt que tu vas te dire, je vais y aller, je vais aller me planquer. On fait comme ça? Heureusement que la porte n'a pas cédé, heureusement que Luna va bien. Après, malheureusement, l'individu n'a pas été arrêté, donc ça se trouve, il va aller sur une autre propriété privée, il va faire la même chose. Peut-être que là, c'était sa première fois, qu'il s'est dit, je suis chez quelqu'un, c'est l'occasion d'aller chercher un peu à manger ou ce genre de choses. Ça, on sait pas. La première histoire qu'on va voir est l'histoire de Shona. On est à l'été 2020, donc c'est pas si éloigné que ça. Elle passe l'été chez sa cousine, et avec sa cousine, elles ont un passe-temps qu'elles aiment bien, c'est de jouer, de se balader dans leur quartier, dans le quartier où vit sa cousine. Les deux jeunes filles ont approximativement 14 ans, et une nuit, aux alentours de 22h, les deux jeunes filles se sont dit qu'elles allaient faire une petite balade nocturne. Le quartier où vivait la cousine de Shona n'était pas très éclairé, il faisait assez sombre, mais en tout cas, elles n'avaient pas peur de sortir de nuit comme ça, parce que c'était pas la première fois qu'elles le faisaient. Elles sont en train de faire leur balade, et à un moment donné, une voiture blanche s'approche d'elles. Au début, les deux jeunes filles pensent que c'est simplement une voiture qui passe par là, mais elles changent vite d'avis quand elles remarquent que la voiture ralentit à leur niveau. La vitre côté conducteur se baisse, qui laisse entrevoir l'intérieur du véhicule, ou en tout cas, qui s'y trouve. Il y avait deux hommes, un homme côté conducteur, un homme côté passager, qui avait approximativement 25 ans. Le conducteur regardait les jeunes filles bizarrement, presque comme des morceaux de viande, et c'est l'homme côté passager qui a entamé une conversation. Il n'a pas dit bonjour, où est-ce que je peux trouver telle chose ou telle chose. Pas du tout. Il a direct posé une question qui fait assez flipper. Il a dit, les filles, vous n'avez pas peur du noir? Les jeunes filles n'ont même pas eu le temps de répondre, que la voiture est repartie. Un peu flippé sur le coup, les deux jeunes filles se disent que peut-être c'était deux jeunes hommes qui souhaitaient simplement faire une blague. Sauf que la Jeep est revenue devant les deux cousines. Elle a fait le tour du quartier, elle est revenue, elle s'est arrêtée devant les deux jeunes filles pour leur reparler. L'homme côté passager a dit,
est-ce que vous voulez qu'on vous dépose chez vous? Ne vous inquiétez pas. Et là, avec un sourire assez malsain, il ajoute, nous allons prendre bien soin de vous. Les deux jeunes filles ont dit, non, vous inquiétez pas, ça va aller. Et la voiture blanche est repartie. Les deux cousines voient leur peur augmenter au fur et à mesure, parce qu'en plus de ça, ils entendent toujours le bruit de moteur du véhicule blanc qui fait le tour du quartier. Ils ne l'entendent pas s'éloigner définitivement, jusqu'à avoir un silence dans le quartier. Donc elles savent pertinemment que la voiture rôde, et elle rôde pour elles. Et dans leur tête, c'est clair, ils ne doivent pas rentrer chez elles tout de suite, parce que la voiture pourrait tout simplement les suivre et savoir où elles se trouvent, où elles vivent. Donc ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont escaladé une petite clôture pour se retrouver dans le jardin de quelqu'un. Elles se sont cachées derrière des arbres et elles ont attendu 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, la voiture blanche s'est retrouvée au même endroit que là où elle se trouvait. Sauf que là, fort heureusement, la voiture ne les a pas vus. Elle a ralenti quelques instants, la vitre baissée, et les deux jeunes filles voyaient clairement que le conducteur et le passager jetaient des coups d'œil aux alentours pour essayer de la retrouver. Au bout de 5 minutes, la voiture blanche est repartie. Et là, au son du moteur, les deux cousines ont pu déterminer qu'elle était partie pour de bon. Une fois qu'il y avait un silence qui arborait tout le quartier, les deux jeunes filles ont encore patienté quelques instants, au cas où. Elles sont rentrées vite chez elles ensuite, et une fois en sécurité, elles se sont mises à pleurer. La pression redescendait, ce qui leur a fait verser quelques larmes. Sauf que Shona, elle, il se trouve qu'elle n'avait pas vu forcément toute la scène. Sa cousine, pour ne pas l'apeurer, ne lui avait pas dit sur le moment ce qu'elle avait vu en plus des deux hommes, mais une fois qu'elles sont en sécurité, là, elle lui avoue tout. La cousine de Shona avait vu sur la banquette arrière un couteau et des pilules. Vous l'aurez compris, les deux jeunes hommes dans le véhicule ne comptaient pas du tout les ramener chez elle. Ils comptaient certainement les enlever pour les droguer et très certainement abuser d'elles. C'est là que cette histoire se termine. C'est cette histoire qui sert un peu d'avertissement, l'avertissement classique de ne pas rentrer dans la voiture d'inconnu, tout simplement. Restez vigilants aussi. Cette histoire-là, ça arrive à des femmes. Ça pourrait aussi en soi arriver à des adolescents, des jeunes hommes, ce genre de choses. Donc, méfiance. Si quelqu'un vous dit « Ouais, tu veux que je te ramène chez toi ?» Non, ça va aller, tranquillement. Si possible, contacter un proche pour le tenir informé. Dans cette histoire-là, on nous a dit, je voulais pas préciser, mais que les deux jeunes filles n'avaient pas leur téléphone avec elles. Généralement, quand elles faisaient une promenade, elles le prenaient pas parce qu'elles se sentaient normalement suffisamment en sécurité pour ne pas le prendre. Et bien, je peux vous dire que c'est quelque chose qui a changé. D'une part, d'avoir toujours le téléphone avec soi quand elles sortent, mais en plus de ça, les petites promenades nocturnes, ça a été terminé pendant un petit moment. Allez, on passe à la seconde histoire. On va voir l'histoire de Mélissa. Mélissa avait 17 ans, elle était étudiante et elle vivait dans un appartement qui se trouvait non loin de son campus universitaire. Elle était en colocation avec deux autres jeunes filles du nom de Oriane et Poppy. Après sa journée de cours, quand elle avait fini à 17h30, elle est rentrée chez elle et elle a vu devant son immeuble qu'il y avait un jeune garçon qui attendait là. Il se trouve que l'immeuble où elle vivait était un immeuble qui n'était pas le plus sécurisé du monde, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de digicode ou d'interphone pour rentrer dans l'immeuble, on pouvait un peu y rentrer comme on voulait. Dans un premier temps, elle se dit que c'est soit quelqu'un qui vit dans l'immeuble, soit quelqu'un qui attend quelqu'un qui vit dans l'immeuble. Donc elle n'y prête pas attention et elle rentre chez elle tranquillement. Sauf qu'une quinzaine de minutes plus tard, ce jeune garçon sonne à sa porte. Il se présente en tant qu'ami d'Oriane, qu'il l'attend et qu'elle l'aurait prévenu qu'elle allait être en retard. Pour montrer qu'il connaît bien la jeune fille, il dit qu'elle travaille à tel endroit. Il lui évoque même des horaires de son emploi du temps, donc il a l'air de la connaître. Convaincue du coup que ce jeune garçon connaissait Oriane, Mélissa l'invite à entrer pour patienter et attendre que Oriane revienne. Voulant être sympathique, Mélissa offre une boisson au jeune garçon, elle discute avec lui le temps que Oriane revienne. Sauf que la conversation, qui était plutôt basique, a commencé à prendre une tournure étrange quand le jeune homme a évoqué son passé, un passé où il avait notamment essayé de se donner la mort, où il parlait également d'armes qu'il gardait chez lui, alors que là où se passe l'histoire, en France, chez nous, eh bien avoir une arme chez soi, c'est pas forcément très autorisé. Plus le temps passait, plus la conversation devenait de plus en plus chelou. Mélissa avait prévenu Oriane que son ami était là, sauf que Oriane lui a répondu que elle avait pas l'air de le connaître. Donc elle demande d'avoir une photo de ce jeune homme pour savoir ce qu'il en est. Discrètement, Mélissa s'exécute, elle prend une photo du jeune homme, elle l'envoie à Oriane et Oriane immédiatement répond « J'arrive ». Oriane est arrivée, elle est rentrée, quand Oriane était là, Mélissa se sentait soulagée, elle a dit bonjour à son ami et s'est assise à côté de lui, mais ça ressemblait pas à quelque chose d'amical, elle était assez gênée, comme si elle n'était pas très à l'aise à côté de cet individu. Au bout d'une minute, après s'être assise à côté de cet ami, Oriane a envoyé un message à Mélissa. Ce message disait « Je ne connais pas ce mec ». À ce moment-là, Mélissa se dit « Bon, Oriane me fait une farce ». Sauf que, après avoir vu son visage, elle se dit « Peut-être pas ». Donc là, il y a un problème qui se pose. Oriane et Mélissa se retrouvent avec un individu que ni l'une ni l'autre ne connaît, et en plus de ça, cet individu semble en savoir beaucoup au sujet d'Oriane. Étant toutes les deux aussi assez jeunes, elles n'ont pas forcément les bonnes réactions. On peut le comprendre de 1,
par leur jeune âge, mais aussi parce qu'elles sont apeurées. Elles n'ont pas pensé à virer l'homme de chez elles, elles n'ont pas pensé à appeler la police, vous voyez ce genre d'action. Elles avaient d'ailleurs peur que l'homme réagisse mal et que la situation empire. Du coup, elles se disent, tiens, on n'a qu'à faire genre on va manger, comme ça l'homme va se dire, on ne m'a pas proposé de rester dîner, donc il va partir de lui-même. Pourquoi pas? Sauf que là, il va se passer quelque chose de chelou, encore. Les deux jeunes filles commencent à manger dans la cuisine, sauf que le mec, lui, il fait comme chez lui. Il reste dans le salon et il commence à regarder la télévision. Sans pour autant dire, est-ce que je peux rester, regarder un film ou quoi que ce soit. Non, non, il fait vraiment comme chez lui. Et c'est là que Poppy revient du travail. Elle revient, elle est un peu surprise de voir qu'il y a quelqu'un qui est invité, elle le salue et elle rejoint ses deux colocataires dans la cuisine. Les deux jeunes filles lui expliquent la situation et Poppy n'est pas très contente. Elle se dit, pourquoi vous laissez un mec que vous connaissez pas chez nous comme ça? Les deux colocataires apeurés disent quelle est leur stratégie, de manger tranquillement dans la cuisine pour que l'homme se sente pas à l'aise et parte, et du coup, Poppy se dit ok, elle commence à parler un peu avec ses deux colocataires, à raconter sa journée, à dire des banalités. Poppy, à ce moment-là, traversait une période un peu difficile. Elle avait besoin de parler à ses colocataires qui étaient également ses amis, et à un moment donné, alors qu'elle était un peu attristée de ce qu'elle racontait, le mec qui se trouvait dans le salon, il s'est levé, il a rejoint le groupe de filles dans la cuisine, il a un peu écouté ce qui se disait, il s'est marré, genre il s'est moqué de Poppy, et il est retourné voir la télé. Très chelou ce comportement quand même. Oriane a dit, écoutez, vous deux vous partez, je vais m'en occuper de ce mec. Et voilà ce qui s'est passé quand Oriane s'est retrouvée seule avec l'individu. Oriane est retournée dans le salon, et elle a fait mine qu'elle était fatiguée, qu'elle allait se coucher. Elle se dit peut-être que, vu que l'homme était venu là pour elle en soi, le fait qu'elle aille se coucher, l'homme allait partir. Elle est allée dans sa chambre, qui était à côté du salon, elle a laissé la porte entrouverte, juste pour voir, elle a commencé à enlever ses bijoux, et l'homme, lui, il réagissait pas du tout. Il est resté devant la télévision tranquillement. Il s'en foutait que Oriane aille se coucher, et qu'il n'y ait que elle dans l'appartement. Du coup, nous voyons qu'il n'y a aucune réaction, Oriane retourne voir l'homme et lui dit qu'il est peut-être temps qu'il s'en aille. Et le mec lui répond, non, non, j'attends les filles. Et là, du coup, se mettant en colère, Oriane a réussi à le virer de l'appartement. Alors que l'homme était en train de quitter l'immeuble, Poppy et Mélissa, elles, reviennent. Elles croisent l'homme dans les escaliers, l'homme leur dit bonne nuit avec un sourire de psychopathe. Du coup, les deux jeunes filles reviennent dans leur appartement, parlent avec Oriane dit ce qui s'est passé, en gros, ce que je vous ai raconté, et là, des questions subsistent. Comment cet homme connaît Oriane et a autant d'informations sur elle? Bien qu'ayant 3 cerveaux réunis, elle ne trouve pas de réponse à tout ça. Néanmoins, cet événement leur a servi de leçon, parce que maintenant, elle n'ouvre plus la porte à un inconnu, tout simplement. Sauf que l'histoire n'est pas encore terminée. 2 semaines plus tard, alors que Poppy était tranquillement dans sa chambre qui donnait sur un parking, le parking de l'immeuble, elle se détendait et elle a remarqué une voiture rouge qui se gare. Ça a attiré son attention et elle a vu que quelqu'un en sortait. Et cet homme, c'était l'homme qui s'était pointé à l'appartement des jeunes filles. Poppy, immédiatement, a noté la plaque d'immatriculation de l'homme et elle est allée s'assurer que la porte d'entrée était bien verrouillée. Le gars a sonné, Poppy lui a parlé au travers de la porte, elle lui a pas ouverte, et l'homme a dit exactement la même chose qu'à Mélissa la première fois. Il a dit, je suis un ami d'Oriane, je l'attends, etc., etc. Sauf que là, Poppy ne s'est pas fait avoir, elle a crié que si l'homme n'était pas parti dans 5 minutes, elle allait appeler la police. Et là, l'homme, prenant peur, est parti. Et c'était là la dernière fois qu'il a été vu par les jeunes filles. Quelques semaines plus tard, Oriane a une révélation. La révélation de où elle avait déjà vu cet homme. Parce que bien qu'elle ne le connaissait pas, son visage lui disait quand même un petit truc. Et en fait, il se trouve que Oriane avait l'habitude d'aller dans un bar. Un bar où tu pouvais jouer à des jeux vidéo et consommer tes boissons en même temps. Un gaming bar. Et cet individu s'est présenté à Oriane et a essayé de lui parler, de lui faire la conversation. Sauf qu'Oriane était trop concentrée sur le jeu, du coup, elle n'a pas forcément fait de conversation avec l'homme, elle lui a juste dit bonjour. Ce qu'Oriane pense, c'est que, et d'ailleurs ses colocataires le pensent aussi, c'est que l'individu qui s'est présenté à l'appartement avait dû la suivre pendant 1 semaine ou 2, d'où le fait qu'il la connaissait aussi bien, c'est-à-dire son planning, etc. Et qu'il avait notamment dû la suivre jusqu'à chez elle. Quelques mois après cette histoire, les colocataires ont déménagé.